Au sommaire de Refait la Tech, Covid-19, que font les géants de la Silicon Valley pour endiguer la pandémie? Mènent-ils les actions concrètes ou est-ce plutôt de la com? Coronavirus encore et les pistes pour permettre un déconfinement. Les apps de traçage sont-elles la solution pour localiser les éventuelles personnes infectées et prévenir des risques de contamination? Face à l'urgence sanitaire, doit-on renoncer à certaines de nos libertés? Débat. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour la nouvelle émission réalisée par l'équipe d'On refait le Mac. Vous en avez l'habitude maintenant puisque c'est le deuxième numéro, même 3 si on compte notre pilote. Il y a déjà 2 mois, ça s'appelle On refait la tech, c'est le débat des grands enjeux de la tech et elle réunit la fine fleur de la presse couvrant ce domaine en France, nos grands voix de la tech, confinées elles aussi, moi dans la cave. Vous êtes où les amis? On commence par Elsa Bombaron du Figaro. Bonjour Elsa. Moi je suis confinée dans une maison, donc je suis une confinée heureuse. Bonjour Olivier. Tu as un jardin, rassure-moi. Oui. Bon, tout va bien. En duplex également, mais je ne crois pas qu'elle ait un jardin. Marjorie Paillon de France 24. Bonjour Marjorie. Hello Olivier, non, j'ai pas de jardin, je suis confinée, mais je reste connectée. Ouais, je vois. Écoute, et puis l'actualité n'a jamais été aussi riche en ce moment. Autre personne confinée, autre journaliste également. Guillaume Gralet du Point. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier. Tout roule? Ouais, et on voit que tu es confiné. Oui. Non, c'est ton barbier que je voudrais demander ça, mais ça va? Tu arrives encore à... Ouais, bah, tout va bien. C'est un peu plus broussailleux que les petites plantes que j'ai mis pour essayer de recréer un petit peu de verdure de mon salon. Mais ouais. Tout va bien. Lui, il a la chance d'avoir un coiffeur ou une coiffeuse à domicile. Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Je sais pas d'où tu sors ça. Moi aussi, je vais être comme tout le monde. Hirsute, dans 2 semaines, ça commence déjà à être n'importe quoi. La barbe, je gère. Le reste, j'ai un petit peu de mal et j'hésite à faire ce que je vois dans les tutos sur YouTube. Fais comme moi, oui, demande à madame. Ouais, pareil qu'Elsa, voilà. j'ai un domaine. Là, je viens de rentrer les chevaux. Donc, un domaine bon. Formidable. Et tu as de la fibre, donc c'est bon. Là, je suis dans la cave, mais pense Downton Abbey. Un truc modeste. Downton Abbey. Très bien. Bah, dites-moi, c'est un bon parti. Et dernier chroniqueur, dernier journaliste ce soir, journaliste de l'Express, Emmanuel Paquette. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Olivier. Alors, tu as aussi ton domaine, tout va bien. Voilà, dans le noir. Moi, je mange beaucoup, donc je pense que je vais sortir avec 20 kilos en plus. Moi, c'est fait déjà, je te rassure. Je les avais pris avant le confinement, qu'est-ce que ça va être après? Voilà. Et puis, on fera le régime, du coup. Voilà. Et Guillaume, si tu nous prépares une blague pour la fin de l'émission, ça va devenir une tradition dans cette émission, on n'hésite pas, mais essaie de nous faire rire cette fois-ci. Les amis, on enchaîne tout de suite avec le premier sujet de cette émission, le Covid-19 et le rôle des GAFA pour endiguer la pandémie. Covid-19, où sont passés les GAFA? Tel est le titre de l'édito de notre consoeur de l'usine Nouvelle, Christine Kerdelan. Alors j'imagine que vous les avez tous lus. Alors, en résumé, hein, mesdames, messieurs, on pensait que effectivement les GAFAM plus forts que les États, hein, elles ont des richesses supérieures à certains PIB de pays développés, et ils ont totalement disparu pour elles de la circulation depuis le début de la pandémie. Pas de solution magique à coup d'intelligence artificielle qui va résoudre tous les problèmes. Alors la question que pose légitimement notre consort journaliste, c'est que font-ils de leurs milliards de dollars? Et puis au-delà, il n'y a finalement qu'une seule personne qui a vraiment réagi fortement, mais entre-temps ça a bougé heureusement. C'est bien sûr Bill Gates, le fondateur de Microsoft, mais qui n'est plus vraiment aux affaires et qui est devenu un des grands philanthropes de la planète. Bref, messieurs, quel est votre sentiment, messieurs, dames, pardon, quel est votre sentiment? Il faut que j'arrête avec On refait le Mac, il n'y a que des garçons. Les actions sont plutôt, on a l'impression, des actions de communication que de vraies actions sur le terrain. On pense notamment, pour ceux qui veulent le résumer, peut-être on va commencer avec Cédric, parce qu'il adore cette marque-là, c'est Tesla. Elon Musk a été l'un des premiers, Cédric, à réagir, à se mobiliser pour produire des respirateurs, je crois, dans les usines de Tesla. Alors, il faut voir comment on compte les choses. Moi, je suis pas d'accord. L'édito de Christine Kerdelan, moi, je l'ai connu mieux inspiré que ça. Hein. Enfin, c'était il y a 20 ans en même temps. On a l'impression qu'elle débarquait. Moi, ça me rappelait une vieille histoire, une conférence de presse avec Bill Gates à Paris il y a très longtemps, et où un journaliste à la fin, pendant les questions-réponses, s'est levé, et avec, tu vois, le ton du justicier, le mec qui détient la vérité et le bien, qui lui dit: mais Monsieur Gates,
tout cet argent que vous avez, est-ce qu'un jour vous comptez en faire quelque chose de bien? Or, il avait déjà la fondation et le reste, donc tout le monde s'est un peu regardé, genre, chérie, qu'est-ce que tu racontes? Et là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le problème quand tu es éditorialiste, c'est qu'il faut que tu sortes un édito même quand tu n'as rien à dire, même les semaines où tu n'as rien à dire. Et je pense que c'était une semaine sans, donc elle a sorti ça en disant que font les GAFA, en oubliant que, si les GAFA n'étaient pas là, vivre avec le confinement serait une autre paire de manches. Travailler avec le confinement serait largement une autre paire de manches. Là, pour enregistrer ce soir, on utilise Zoom. Zoom, je crois qu'ils avaient combien? 10 millions d'utilisateurs à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, ils en ont 180 millions. Ils ont une belle croissance. Et alors, de fait, après, il y a des choses, il y a des gens qui font des choses spécifiquement. Je ne parle pas juste de donner de l'argent, etc. Tesla, montrer la vidéo, c'était quand même extraordinaire. Ils se sont dit, tiens, et si on faisait des respirateurs artificiels à partir de pièces de voiture? Alors, sur le papier, ça peut paraître délirant. Et en fait, maintenant, ils l'ont fait. Ils ont pris l'écran de la Model 3. Ils ont pris des pièces. Il y a une très chouette vidéo YouTube qui explique comment ils ont fait. Moi, je dis, c'est le respirateur le plus chic du monde. Si un jour j'en ai besoin, je veux celui-là et pas un autre. Mais si possible. Alors, je vais me prendre à me faire l'avocat de notre consoeur. Effectivement, Tesla a fait des annonces en ce sens, mais aujourd'hui, personne n'a eu la possibilité de les utiliser, ces respirateurs. Les respirateurs qui ont été livrés aux différents hôpitaux. Un respirateur dans ta cave en une semaine. Non, mais moi, je suis pas ingénieur. Non, mais c'est pas l'objet. Je suis pas ingénieur. Ce que je te dis, est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce? Je me tourne vers mes confrères et consoeurs journalistes, à savoir Emmanuel, Guillaume, Elsa et Marjorie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un peu de com dans tout ça? Tesla, ils ont livré des respirateurs et on s'est aperçu que c'était plutôt des solutions pour les personnes qui ont des apnées du sommeil. Donc, ce n'est pas vraiment de vrais aspirateurs. On a vu qu'il y a un prototype qui a montré la vidéo. On a passé des extraits. Et ce respirateur, il faudra attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour les avoir. Et puis, sans faire de bruit, on a vu un autre constructeur, Seat, lui, pour ne pas le nommer, qui a commencé à produire ses propres respirateurs, à partir cette fois de moteurs d'essuie-glace, alors que c'est plutôt des systèmes de ventilation, c'est Tesla. Et la production a démarré déjà depuis le 4 avril. Et les 20 premiers équipements, sans faire de bruit, ont été livrés à 2 hôpitaux de Madrid et de Barcelone. Il prévoit d'en sortir 100 par jour, alors que pour l'instant, c'est toujours une vidéo de prototype, Cédric. Votre sentiment, est-ce qu'il n'y a pas un peu de com derrière tout ça? Allez, Marjorie, Elsa. Alors, d'abord, si je puis me permettre, on attend des solutions clés en main et une réponse ultra rapide à une crise qui, par définition, est totalement de l'ordre de l'inconnu. On a réussi, du côté vraiment scientifique et épidémiologiste, à pouvoir réussir à regarder de beaucoup plus près l'ARN du virus en très peu de temps, si on le compare par rapport aux autres pandémies et aux autres épidémies. Il faut un petit peu laisser aussi le temps aux gens de la tech, aux ingénieurs, aux consortiums industriels qui sont en train de se monter en France, par exemple, entre Air Liquide, PSA, entre Valeo, Renault aussi, de l'autre côté, de trouver la clé du système pour pouvoir hacker justement, mais dans le bon sens, détourner justement leur process de production et pouvoir mettre leurs talents, leurs usines, leur production au bénéfice justement des soignants. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps en matière de logistique, ça prend du temps en matière aussi d'un terme qu'on a beaucoup rabâché avant cette ère du Covid-19 qui était la smart industrie, l'industrie 4.0. Là, on va voir à quel point les process et les réflexes ont été justement pris par les industriels pour réussir à être aussi agiles que des startups et des makers pour pouvoir complètement changer en l'espace de quelques semaines la façon dont ils font justement leur production. Mais il faut juste leur laisser du temps. Et sur la partie GAFA, des coups de com', ok. Un coup de com' à $1 milliard comme celui de Jack Dorsey, moi j'en veux bien tous les jours en l'occurrence. Qui aujourd'hui est capable de mettre sur la table $1 milliard de sa fortune personnelle pour le dédier à des associations, à des fondations? Je rappelle juste que pour l'anecdote, et ça c'est quand même assez drôle, on peut se demander s'il n'y a pas un petit peu de charity washing et de course un peu à qui a la plus grande donation entre les géants de la Silicon Valley, c'est sûr, mais les 100 premiers $1000 de Jack Dorsey, de son milliard en tout, vont au America's Food Foundation, qui est en fait un fonds pour l'alimentation aux États-Unis qui a été démarré par Apple et par Lauren Jobs notamment, donc c'est assez drôle. Et oui, il y a forcément toujours un petit peu de concurrence et de coups de com' dans ces effets-là. Mais est-ce que c'est si grave que ça aujourd'hui, à un moment donné, où on est tous en train de se battre pour lutter contre un virus mondial dans 183 pays? Olivier ?
Oui, Elsa. Est-ce que alors, on a bien compris que Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a donné $1 milliard. C'est quand même près d'un tiers de sa fortune personnelle. Donc, effectivement, c'est un très beau geste. Mais est-ce que tu penses, toi, effectivement, Elsa, qu'il y a un coup de com'? Je reviens à Tesla et à Elon Musk, puisqu'on parle de. Moi, je ne suis pas du tout d'accord sur le coup de com'. Déjà, l'industrie, c'est quand même quelque chose de très long terme. C'est pas comme écrire une ligne de code. On parle d'industrie, on parle d'usine. On attend des GAFA qui produisent des choses, mais pour produire, il faut des usines. Google n'est pas connu pour ses usines. Je suis désolée. Mais Tesla, oui, elle a des usines. Je parle de Tesla. De Tesla, mais Tesla, c'est un fabricant de voitures. Ça ne t'aura pas échappé. En France, oui, mais Seat a sorti des respirateurs. Oui. Mais ils n'ont pas fait de com, toi tu dis, sans faire de bruit, parce qu'on a les yeux rivés sur la tech, mais pour les journalistes auto qui ont les yeux rivés sur l'auto, Seat a fait du bruit. Et moi qui regarde beaucoup l'industrie lourde, qui est mon dada historique, j'ai beaucoup entendu parler du consortium que entre Air Liquide, Valeo, PSA, qui cherchent eux aussi, Michelin, à faire des respirateurs à partir d'un outil industriel qui, à la base, n'était pas dédié à cette finalité-là. Ça prend juste un petit peu de temps à convertir. Je te le répète, c'est pas une ligne de code. Donc, faut pas tirer sur les industriels, faut pas non plus tirer sur les GAFA. Google a donné 800 millions d'euros à la recherche en très général sur le Covid. Et puis, c'est bien de donner, mais à qui? Faut pas non plus dire, tiens, je vais donner de l'argent au professeur Raoult, c'est super, mais si ça se trouve, ce qu'il fait, c'est pas bien. Donc, il faut aussi savoir vers qui les fonds vont aller. Il faut que ça soit pertinent. Ouais, je pense, Olivier... Emmanuel ou Guillaume? Ouais. Guillaume. Je pense qu'en fait, il y a une déception qui vient de deux choses. D'abord, parce que quand on parle de GAFA, GAFA et Natou, parce que tu as parlé de Tesla, donc Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, en plus des GAFA qu'on connaît bien. C'est des boîtes qui souvent n'ont rien à voir entre elles. Et entre Tesla, effectivement, qui a une usine à Fairmont en Californie, et Facebook, il n'y a pas vraiment de rapport. Et effectivement, elles sont un peu victimes des espoirs qu'elles ont suscités. Je pense à Google, surtout par l'intermédiaire d'Alphabet, sa maison mère, qui détient, entre autres, 2-3,5 ou encore Calico. 2-3,5, on a vu que ce n'était pas vraiment probant ce qu'ils ont fait au niveau de la génétique. Calico, ils promettent depuis plusieurs années l'immortalité avec des personnes comme Arthur Levinson, un ancien de Genentech. C'est vrai que c'est pas demain la veille qu'on va connaître l'immortalité. Donc effectivement, il y a cette double déception, je pense, qui rentre en ligne de compte. Emmanuel, de ton côté, quel est ton sentiment, à la fois de manière générale par rapport au GAFA, comme l'a souligné nos amis ce soir, ou encore par rapport au cas plus particulier de Tesla? Alors pour les GAFA, je pense qu'il y a un sujet qui leur revient en boomerang, c'est l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que c'est les plus agressifs en termes d'optimisation fiscale, donc ils n'ont pas payé leurs impôts dans pas mal de pays depuis des années, et au moment où on a besoin de l'hôpital et de ressources de santé pour lutter contre le coronavirus, on se retrouve avec des GAFA qui n'ont pas payé leur dû à certains pays, et donc ça leur revient un peu dans la tronche, d'une certaine façon, en disant mais vous n'avez pas payé votre bol, et aujourd'hui, d'une certaine façon, si on a des systèmes de santé dans tous les pays qui sont dysfonctionnels, c'est peut-être aussi en partie au fait que vous n'avez pas payé tous les impôts que vous auriez dû payer. Et à côté de ça, donc ça c'est la deuxième partie, si vous avez réussi à amasser un trésor de guerre, plusieurs centaines de milliards pour chacun d'entre elles, et ces trésors de guerre aujourd'hui, vous le redistribuez, mais sous forme de quasiment rien en fait. On parle de quelques millions par-ci. Je mets Jack Dorsey de côté pour le coup, parce que c'est vrai que... il est un peu à part, Jack Dorsey. Il est à part pour le coup. Mais on ne voit pas Larry Page, on ne voit pas Sergey Brin donner des milliards, on n'a pas vu Tim Cook donner des milliards à titre personnel, et on ne voit pas les sociétés non plus le faire. On voit que aujourd'hui, c'est des quelques millions, maximum quelques centaines de millions. Quand on voit les trésors qu'ils ont amassés, c'est vrai que ça peut paraître amoral ou immoral du point de vue des GAFA. Donc ça, c'est sur le point de vue strictement financier. Après, il y a l'autre point de vue qui est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en tant que solution technologique. Ça, on y viendra sur la deuxième partie avec notamment l'exploitation des données et l'intelligence artificielle. Donc là, en revanche, on voit que chacun d'entre eux essaye d'apporter un peu sa pierre à l'édifice. Ouais. Oui, on a vu, tu parlais de Tim... Oui, Elsa. Olivier, on peut peut-être juste tirer un coup de chapeau finalement aux industriels français qui ont été beaucoup plus rapides que les GAFA à réagir, parce qu'on a beaucoup charrié LVMH qui a dit je vais fabriquer du gel hydraulique dans des usines de Dior et Guerlain.
ou des masques pour les hôpitaux, mais ils l'ont fait. Pernod Ricard l'a fait aussi. Enfin, beaucoup d'industriels français se sont très rapidement convertis à la fabrication de produits entre guillemets utiles en ces temps de coronavirus. Ouais, et pour aller dans ton sens, les industriels français que tu cites, ils ont encore leur outil de production, c'est-à-dire qu'ils ont encore leurs usines à disposition, régionalement parlant pour LVMH. On est dans le luxe, donc a priori, voilà, on n'a pas forcément besoin de produire en Chine pour cela, parce qu'il y a beaucoup de marge. Tu parlais d'Apple tout à l'heure, Emmanuel. Effectivement, Tim Cook a annoncé de son côté pour Apple qu'il allait fabriquer 1 million de masques par semaine destinés au personnel hospitalier et ça sortirait des usines d'Apple. Je suis content de savoir qu'Apple a des usines. Je n'étais pas au courant. Ils en ont une, je crois, aux États-Unis, mais voilà, c'est étonnant. Alors, c'est un produit qui a été développé par Apple. C'est un masque translucide en plastique. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est certainement un fournisseur d'Apple qui doit le produire. Mais ce n'est pas Apple en lui-même. On a vu également des annonces du côté de Cisco qui a fait un don de 205 millions de dollars. Il faut le souligner quand même si c'est quand même une belle somme. Et puis, il a mis à disposition pas mal de solutions de visioconférence pour permettre aux personnels médicaux notamment de regrouper leurs forces et d'avoir des retours précis sur les différents diagnostics à apporter et les remèdes à opérer. Il y a eu également, pour conclure sur ce sujet, un appel de la Maison-Blanche, de Donald Trump, vis-à-vis des GAFA. Là, c'était autre chose, c'est-à-dire mettez-nous à disposition, tu le disais brièvement, mais on va en parler plus longuement dans un instant, votre capacité à mettre vos outils à la disposition du gouvernement américain dans le cadre de la crise sanitaire. On pense notamment aux bases de données qui permettent de suivre l'évolution du virus aux États-Unis. Là où l'effort de guerre du côté des plateformes est surtout le plus nécessaire aujourd'hui et le plus louable, c'est du côté des fake news. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'appels de gouvernement dans plusieurs pays pour que justement Facebook, Twitter, les plateformes sur lesquelles circulent des fake news absolument improbables sur la façon dont peut se transmettre ce virus ou même comment a émergé le Covid-19, qui justement sont là pour réassurer le fait que tous les processus législatifs ou les initiatives qui avaient été prises juste avant la crise du coronavirus peuvent en effet porter leurs fruits et stopper la propagation de fausses nouvelles. Je crois que notamment WhatsApp, du côté de la galaxie Facebook, va limiter le nombre de personnes à laquelle tu peux justement transférer un message, parce qu'il y a beaucoup trop de bêtises qui ont circulé depuis le début de cette crise du Covid, notamment sur WhatsApp, avec des messages transférés, avec des marquis de sources sûres dont on ne connaît jamais la véritable origine et qui du coup répandent beaucoup de bêtises sur la toile et sur les apps de messagerie. Quand on voit ce qui s'est passé avec les antennes 5G là, en Angleterre, où on a associé en fait la propagation du coronavirus avec le déploiement de la 5G. Il y a autre chose, parce que on va beaucoup parler des données, c'est vachement intéressant, mais tu sais, la dernière fois, on a parlé aussi de ce qu'a fait DeepMind assez rapidement, donc de rendre accessible la modélisation d'une protéine qui aurait joué un rôle dans la propagation. Ça va être assez intéressant au niveau des résultats, mais c'est aussi intéressant de la manière dont ils le font. C'est-à-dire qu'ils le font pour certains, donc il faut bien distinguer les initiatives, en open source. Donc c'est peut-être une nouvelle manière de faire de la recherche au niveau international. Bien Guillaume, je te propose qu'on continue de parler des États-Unis et qu'on mette le cap sur la Silicon Valley, où nous attend Phil Jeudy qui déambule dans les rues de San Francisco en chasse des dernières tendances. Du moins, ça, c'était avant le confinement. De retour à San Francisco, non pas dans la rue, mais en mode shelter in place, en beau français, confinement, pour évoquer justement l'accès à Internet qui est beaucoup chargé en ce moment, tout le monde sur son ordinateur portable ou bien sur son téléphone portable. Aux États-Unis, la plomberie a l'air d'être suffisamment costaud pour que la charge puisse tenir. Malheureusement, le prix d'Internet, d'accès à Internet aux États-Unis est autrement plus cher qu'en France, et beaucoup d'Américains, ou quasiment 20 millions d'Américains n'ont pas les moyens de se payer un accès à Internet. Autre problème, ce sont plus de 160 millions d'Américains qui n'ont pas d'accès à un haut débit, donc sont un petit peu gênés pour avoir accès à Netflix ou à toute autre sorte de contenu qui demande un petit peu de charge. Et également, c'est les écoliers qui aujourd'hui sont forcés de suivre les cours à domicile. Beaucoup trop d'Américains d'ailleurs ont
pas accès à leurs cours parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur tout simplement, et ça reste un autre problème. Mais le problème majeur aujourd'hui aussi qui apparaît, ce sont ces problèmes de sécurité. Zoom est interdit d'utilisation maintenant par les écoles. Il y a eu un certain nombre de failles de sécurité et d'utilisation, on va dire, d'une optimisation du fonctionnement de Zoom qui prouve que aussi en ces périodes, eh bien, on n'est jamais assez prudent sur les aspects de sécurité. Merci Phil. Effectivement, les Américains et l'accès à Internet, on le vit quand on est en déplacement aux États-Unis. Il est parfois difficile de faire des vidéoconférences comme ce soir. Mais il y a aussi en France où il y a aussi des fractures numériques et un désert numérique. On pense notamment à 6 millions de Français qui ont quelques difficultés à la fois à télétravailler ou à la fois permettre aux enfants de faire leurs devoirs à distance. Place à notre second grand sujet de ce deuxième épisode de Refait la Tech, le coronavirus encore et les pistes pour permettre un déconfinement grâce à une app de traçage. Les amis, pour ou contre les apps de traçage, c'est la question qui nous brûle tous. Quand est-ce qu'on va enfin sortir de ce confinement ? Alors il semblerait que le gouvernement réfléchit à des pistes en proposant une application de traçage des individus. Son nom, Stop Covid. Alors, comment ça marche ? Elsa, peut-être. Le gouvernement réfléchit beaucoup et il va prendre son temps, a priori, parce qu'après avoir un premier ballon d'essai lancé, donc c'était le mercredi 7, le jeudi 8, il a expliqué que finalement, ça allait prendre plutôt 6 semaines pour mettre ce truc-là en place. Donc c'est une application 6 semaines, qui quand serait même. développée avec... C'est peut-être pour la prochaine pandémie, je ne sais pas. C'est une application qui serait développée avec les Allemands et les Suisses, qui d'ailleurs sont beaucoup plus en avance que nous sur le sujet, et qui fonctionnerait donc avec le Bluetooth du téléphone. Quand je croise Guillaume, que je ne connais pas, si par hasard il est porteur du coronavirus, mais qu'il est déclaré 4 jours après notre rencontre, je serais informée que j'ai croisé quelqu'un qui était porteur du coronavirus. Alors il y aurait un système de génération d'identifiants unique pour chaque téléphone qui changerait régulièrement dans les bases de données, donc de manière à anonymiser complètement les données. Et donc il y a un historique qui serait conservé dans mon téléphone de mes rencontres et avec des rapprochements qui seraient faits entre les listes de gens. Alors ces listes devraient être actualisées probablement par des professionnels de la santé, de gens qui sont porteurs du coronavirus. Ensuite, on associe ça avec l'identifiant de leur téléphone et on alerte. Et si par hasard, dans votre liste de contacts, il y a quelqu'un qui a le corona, ça va vous dire vous avez croisé il y a 3 jours quelqu'un qui avait le coronavirus. Sachant qu'il y a plein de trous dans la raquette encore sur la façon dont ça va fonctionner, sur la fiabilité des données, sur le problème du Bluetooth. Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est si vous habitez dans un immeuble HLM ou dans un haussmannien mal isolé, on ne saura pas si vous êtes chez vous ou chez vos voisins. Bien sûr, ça manque de précision. C'est un peu la limite de la technologie Bluetooth. Emmanuel, par exemple, mais c'est une technique, je crois, Emmanuel. Maintenant, je vous laisse. Oui, je me débrouille. Emmanuel, c'est une technique qui a été adoptée, le Bluetooth également par d'autres pays, on pense du côté de l'Asie notamment. C'est Singapour qui a lancé effectivement la première expérimentation de ce type-là, qui a plutôt pas mal fonctionné puisque les gens l'ont massivement téléchargé. Les derniers chiffres qui circulaient, c'était plus de 600 000 téléchargements pour cette application, qui fonctionnait exactement comme le décrivait Elsa, donc avec des téléphones qui doivent avoir installé cette application, avoir activé le Bluetooth. Donc ça se met sur une base du volontariat, volontaire. Et du coup, ça permettrait effectivement de déconfiner dans des conditions probablement plus faciles, en sachant qui est potentiellement porteur et si on a pu être effectivement contaminé à un moment ou à un autre, ou en tout cas être proche d'une personne qui l'était. Donc ça pose beaucoup de questions en termes de respect de la vie privée. Le gouvernement Macron a changé plusieurs fois d'avis sur le sujet. Au départ, le ministère de l'Intérieur nous disait que c'était pas du tout à l'ordre du jour, ce genre de choses. Visiblement, il y a un changement de doctrine qui est en train de s'opérer, et même des clivages assez forts au sein d'En Marche, même entre des députés qui sont pas prêts à soutenir ce projet, d'autres qui sont prêts à le soutenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la CNIL, qui est plutôt réservée sur ce genre de choses, dit pourquoi pas, il faut regarder de quelle façon c'est anonymisé, parce que anonymisé, ça ne veut pas dire grand-chose. Généralement, technologiquement, on a déjà vu des choses qui étaient anonymes, qui ont pu être rendues totalement
pas anonyme. En faisant du reverse engineering, on arrivait avec des données soi-disant anonymisées à retrouver les gens. Donc ça, c'est un premier point. Moi, je me méfie toujours de l'anonymisation en numérique. J'y crois très moyennement, mais voilà, ça, c'est un avis personnel. En tout cas, il faut vraiment être certain que l'anonymisation ne peut pas revenir en arrière. Et le deuxième élément, c'est que ça soit borné dans le temps, c'est-à-dire que ça soit quelque chose qui soit juste le temps de l'épidémie et pas quelque chose qui s'installe, puisque ça, c'est une crainte des associations de défense des libertés, de se dire que si on ouvre cette porte, si on entrouvre cette porte, il sera difficile de la refermer et que demain, ça peut être utilisé pour plein d'autres choses, sous couvert d'autres choses, et notamment dans des États dans lesquels aujourd'hui on a des pouvoirs plutôt forts, et la France n'est pas à l'abri de basculer un jour sur un pouvoir plutôt fort aussi. Donc si on a commencé à mettre le pied là-dedans, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Bien sûr. Cédric, concrètement, pourtant le gouvernement a pris quand même des dispositions et n'a pas fait le choix d'utiliser les métadatas comme peuvent faire les GAFA, ou encore les données de géolocalisation comme peuvent le faire les opérateurs mobiles avec leurs antennes. Et pourtant, il y a quand même des réserves encore. C'est compliqué parce que ce serait pas forcément d'une efficacité supérieure. C'est plutôt l'alliance des deux qui serait d'une véritable efficacité. La solution Bluetooth, elle a l'avantage de rester sur des données plus locales, enfin de te protéger un peu mieux. Même si c'est intéressant parce qu'à chaque fois se repose la question. Moi, je voyais les données qu'ont publiées Google puis Facebook la semaine dernière. Tu sais, où Google te dit voilà la fréquentation des supermarchés a baissé de, etc. C'est pas mal du tout. Là, on n'a pas de souci d'anonymat parce qu'il n'y a rien qui permet de remonter à une personne. Le problème, comme disait Emmanuel, c'est que quand tu traites les données vraiment pour le coup une personne à la fois, c'est dur de t'engager à ce qu'elles soient vraiment anonymes parce que tu peux les recouper avec autre chose, etc. Mais est-ce qu'on arrivera à faire sans ? Moi, j'ai juste une question parce que je comprends l'argument et on connaît tous plein de gens qui pensent ce genre de choses. Je sais pas, Tristan Nito, etc., qui disent non, mais c'est quand même terrible parce qu'une fois qu'on l'a fait, il y a un effet de cliquet. On sera terriblement tenté de le faire pour autre chose. Moi, ma première question, c'est mais pourquoi, à quoi ça te sert d'avoir une application qui te dit machin et machin ? Enfin, moi, je veux bien, Cédric, si je puis te répondre, ça vas-y. Les services de renseignement l'utilisent tout le temps, ce genre de choses, quand tu es ciblé. Oui, notamment pour savoir. Il a vu qui et machin, voilà, oui, bien sûr. Exactement. Si je veux savoir sur quel sujet tu es en train de travailler en tant que journaliste, notamment si tu es sur un sujet sensible, savoir qui t'a rencontré, c'est extrêmement important. Si tu es un avocat. Oui, mais ce que je veux dire, c'est dans quelles conditions est-ce que tu aurais, une fois la pandémie passée, une application sur ton téléphone qui fasse ça, que tu as installé de manière volontaire, sans qu'on t'explique à quoi ça allait servir. Enfin, là, on tombe dans Facebook, Google Maps, Waze. Oui, c'est ça. Alors, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire Facebook. Parce que Facebook fait ça très très bien. Je veux dire, savoir exactement. Sauf que c'est-à-dire que là, on ne se pose pas de questions. L'interaction, tu vas conjuguer. Alors conjuguer le GPS, le Bluetooth et le reste. Ils sont très très forts là-dessus, mais évidemment c'est rare qu'ils en trouvent le kimono pour te montrer exactement comment ça fonctionne. Mais donc je comprends la frustration quand tu es un service de police ou de renseignement à te dire j'ai pas le droit de faire aussi bien que Facebook. Mais en l'occurrence je comprends pas l'argument de l'effet de cliquet sur vous rendez compte ce serait ouvrir la porte A, parce qu'une fois que la pandémie sera terminée, l'application elle disparaîtra. Si je puis me permettre, Marjorie, tu voulais dire quelque chose? Juste, il y a une question sur la durée et l'obligation d'avoir cette application pour avoir le droit de sortir de chez soi post-pandémie, justement, pour continuer à tracer les gens. Et c'est là-dessus que se joue la différence, parce qu'on ne sait pas comment peut évoluer aussi l'environnement global de politique du pays. Et donc, il y a ce risque. Qu'est-ce qui se passe dans un pays totalitaire ou dans un régime un peu plus strict? Est-ce qu'on peut contraindre les gens à avoir une appli de traçage pour qu'ils sortent de chez eux? Le problème, c'est est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore? Alors, il y a toujours cette question de la boîte de Pandore. Voilà, Marjorie, vas-y. Il y a forcément toujours cette question de la boîte de Pandore qui est hyper tentante à poser, mais ce qui est assez logique. Maintenant, il y a quand même une véritable étude de l'université d'Oxford qui nous explique bien que ces applications de contact tracing et pas de backtracking, ce qui n'est pas tout à fait la même chose en matière de données, en matière de la façon dont on va aller chercher ces sets de données-là, il faut que ce soit 60% de la population qui l'utilise. Donc si on part sur une base de volontariat, d'engagement pour télécharger l'app et du coup être en quelque sorte patient relais de cette application de traçage de contact, ça veut dire qu'il va falloir vraiment s'engager pour de vrai. Donc, si on n'est pas au moins 60% de Français à le faire, ce ne sera pas forcément une probité absolue. L'autre chose, c'est qu'il y a aussi
Emmanuel citait la CNIL française, il y a aussi un avis de la CNIL européenne cette fois-ci qui commence à voir évidemment que beaucoup d'applications et beaucoup de gouvernements européens et d'États membres sont tentés de mettre en place des applications ou l'ont déjà fait pour certains. Il y a peut-être aussi un niveau d'interopérabilité entre États membres à prévoir à terme. C'est-à-dire que ce qui vaut dans les projections justement d'évolution de la pandémie, dans un cadre de déconfinement à venir, parce qu'un jour, soyons quand même optimistes, on va sortir de chez nous, enfin, de façon sûre et certaine, mais il faudrait du coup que ces informations puissent être extrapolées au niveau européen, au niveau des États membres, pour éviter et pour pouvoir justement avoir un petit peu plus de visée et de prospective et de perspective, même, j'ajoute un troisième mot, sur la façon dont ça peut se propager au sein du continent européen et de l'Union européenne surtout. Après, il y a plusieurs approches. La Pologne, par exemple, il y a une application. Si vous voulez aller en Pologne, enfin, si vous voulez être confiné en Pologne aujourd'hui, il va falloir, via cette application, que vous puissiez envoyer des selfies quotidiennement pour bien prouver que vous êtes en état de confinement. Donc, entre être tracé par son Bluetooth de façon anonymisée, je mets des guillemets à l'anonymisation, ou envoyer des selfies quotidiennement pour prouver que vous êtes bien en train d'être confiné, je ne sais pas, il y a quand même une question à se poser. Oui, j'ajouterais dans le panorama que fait Marjorie rapidement. À Hong Kong, on a même un bracelet électronique en fait, et on a jusqu'à 2 heures lorsqu'on arrive à Hong Kong pour aller à un domicile et bien montrer qu'on a respecté sa parole. Moi, je pense que c'est une solution ultra intéressante parce qu'elle montre qu'effectivement en Asie, tout le monde n'a pas réagi de la même manière, mais elle ne fonctionnera, elle ne sera intéressante, comme le dit Marjorie, que s'il y a 60% des gens qui l'utilisent, mais surtout que si elle accompagne une politique de test volontariste. S'il n'y a pas de test, elle sert absolument à rien. Il ne faut pas oublier les professionnels de santé, puisqu'ils avaient commencé à bosser avec Orange, je pense notamment à l'INSERM. S'il n'y a pas des épidémiologistes pour suivre les mouvements de population, ça servira absolument à rien du tout. Enfin, un dernier petit regret, parce qu'on est quand même en situation un peu d'urgence. Je trouve ça intéressant, tout ce débat, mais ça fait quand même plusieurs jours, et je trouve qu'on est un tout petit peu lent à la réaction. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a des tas d'industriels, d'initiatives, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore eu assez de discussions. Il y avait notamment des professionnels de Capgemini, d'Assosystem, etc., qui disent qu'ils veulent en faire davantage. Ils ont l'impression de ne pas être vraiment écoutés pour l'instant. Ouais. Tu parlais d'un sondage et des études commandées par l'Université britannique d'Oxford. 8 Français sur 10, sur un échantillon de 1000 Français, se disent favorables à l'utilisation de cette application de traçage de manière volontaire. Donc apparemment, du moins via ce sondage, les Français ils sont sensibles et ils sont motivés pour le faire. Donc après, il n'y a pas presque de débat, puisque si on croit ce sondage, les Français 110 seraient prêts à l'adopter. Donc je ne vois pas ce qu'on crée. Au-delà, vous parliez des pays à l'étranger, c'est vrai qu'il y a des extrémités qui peuvent arriver. On pense en Chine, tu en avais fait un article, Cédric, sur le site de LCI il y a quelques semaines, on en avait parlé il y a 15 jours, le mois dernier dans On refait la tech, où carrément l'application qui a été développée en Chine, c'est le laisser-passer pour sortir d'une ville ou passer d'une région à l'autre, Cédric. Ah oui, alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est le truc qui te permet de remplir un petit questionnaire de santé et qui, à la fin, te donne une note et un QR code. Et c'est devenu le laisser-passer absolument indispensable. Alors, c'est amusant parce que là, pour le coup, les informations que tu rentres à l'intérieur, c'est toi qui choisis de les rentrer. Enfin, tu vois, c'est toi qui donnes des symptômes, la température, là où tu étais. Mais c'est quand même corrélé avec deux, trois autres choses. Et les gens comprenaient pas toujours le résultat en disant, je pensais pas que j'avais un facteur de risque particulier. Eh ben, si, quand même. Tout à coup, c'est l'application qui dit non, tu restes chez toi 14 jours. En même temps, si tu veux, je sais pas comment on dit expectation en français, l'attente l'attente de vie privée des Chinois, elle est limitée quand même dans l'ensemble. Oui, mais on ne peut pas considérer que ça soit un pays aussi démocratique, comment qu'on puisse dire, par rapport à ce qu'on peut connaître en France, par rapport aux craintes. Est-ce qu'il faut se comparer à la Corée ? Par contre, tu peux prendre l'exemple de la Corée du Sud, peut-être, Cédric. Où là, encore une fois, ça va très loin en matière de confidentialité de données, non ? Ah ouais, mais ça va aussi très loin en matière de... Moi, je voyais l'histoire d'un confrère, d'ailleurs, qui est correspondant du Point, non ? Qui racontait son histoire, où il était avec quelqu'un, enfin je sais plus, il a été en contact avec quelqu'un qui était malade. Il est en quarantaine, Jérémy André, super journaliste. C'est ça, et ils l'ont mis en quarantaine, mais même pas chez lui, ils lui ont pas dit non, à l'hôtel, à ses frais. Pendant 14 jours. Pas mal, c'est $1,000, ça fait $1,000 le confinement. Et avec, là, pour le coup, interdiction absolue. Il ne pouvait même pas sortir fumer une clope sur le perron de l'autre, rien. Oui. Rien du tout. Dans sa chambre. Il rentre demain à Hong Kong.
D'accord. Sachant qu'en Corée du Sud, les informations concernant les personnes contaminées sont publiques. N'importe qui peut y avoir accès via des tableaux, des sites internet, des collectivités locales. Donc ça laisse songeur, mais en tout cas, le résultat est là. Hein, ça semble fonctionner. Alors question toute bête, pourquoi se draper dans ces valeurs uniquement de vertu? On le comprend que derrière, on ne veut pas qu'il y ait une possibilité d'avoir accès à des données privées, de fliquer des personnalités politiques, des rangeantes, des journalistes, etc. Mais aujourd'hui, que je sache, c'est pas une dictature. Je termine juste. Je sache, c'est pas une dictature qui est au sommet de l'État. Et si on déclare un état d'urgence, on est en guerre. Hein, c'est le président qui l'a dit. C'est pour un temps limité. Une fois que c'est limité, on passe à autre chose. Et puis, vous le savez bien. Voilà, on déclare l'état d'urgence, on a un article 16 dans notre Constitution et le président, il a les pleins pouvoirs et personne n'a rien à dire, point barre. Ouais, mais même l'article 16 ne lui donne pas le pouvoir de te forcer à installer une application sur ton smartphone, on est peu de choses quand même. Hein. Mais il faut poser la question au Conseil constitutionnel. Hein. Je ne pense pas que M. Debré y ait pensé lorsqu'il a écrit la Constitution. Ça peut pas être autre chose que du volontariat, sauf qu'à ce qu'on paye un smartphone à chaque citoyen français. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on est une situation d'urgence tout de même. Et une situation d'urgence exige de temps en temps de renoncer à certaines libertés individuelles. Est-ce qu'on est prêt à cela pour sauver des vies? C'est ça l'enjeu, c'est sauver des vies. Après, on peut rendre tout suspect. Il faut arriver à faire assez de pédagogie. Et le problème, c'est que souviens-toi les débats qu'on avait il y a encore pas si longtemps sur la reconnaissance faciale. Et où là, si tu veux, quand tu fais ça avec un gros tamis, tu emportes dedans des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Là aussi, on te dit, on va traquer d'une manière ou d'une autre ton portable. Bon, tu oublies du coup qu'évidemment, la moitié des applis que tu as installées dessus font exactement ça et vendent déjà tes données. Et que il y a d'autres gens, ton opérateur mobile, par exemple, qui sait à tout moment exactement où tu te trouves. Hein. Et lui, par contre, tu peux pas aller voir le fichier pour revoir tes déplacements, contrairement à un Google. Mais tout à coup, tu touches à des trucs qui sont un peu sensibles. Donc, pour que ça marche, il faut que les gens adhèrent. Et pour qu'ils adhèrent, il faut arriver à faire de la pédagogie et à leur donner des garanties. La meilleure garantie que tu puisses leur donner, c'est que ça a une date de fin, quoi. C'est de dire, on va faire ça. On va faire attention, mais de toute façon, le truc, c'est que, c'est vous qui l'installez et qui les installez. Et deux, une fois que c'est fini, c'est fini. Juste, Olivier, peut-être pour rebondir sur ce que dit Cédric, le truc, c'est que quand tu parles aujourd'hui aux opérateurs télécoms, il y a quand même une décision de justice de la Cour européenne qui date de 2016, c'est l'affaire Telenor contre la Commission européenne, qui dit qu'en fait, on ne peut pas conserver des données plus d'un an. Donc des données, notamment des données de triangulation, puisqu'il y a 3 façons de savoir où quelqu'un se trouve. C'est trianguler, c'est-à-dire prendre 3 antennes relais d'un opérateur télécom, de faire une triangulation et de savoir où la personne se trouve. Il y a les données GPS. Et puis, on peut mixer ça avec le Bluetooth, les bornes Wi-Fi, et avoir un maillage de plus en plus fin, en mettant les différents réseaux à disposition pour savoir où exactement se trouve la personne. Donc, tu mixes tout ça et tu as un maximum de données. Donc, ça, c'est le cadre. Et aujourd'hui, les opérateurs télécoms, au bout d'un an, ils effacent tout ça. Et avec la pandémie, les opérateurs télécoms aimeraient faire sauter ce verrou-là en se disant, parce qu'aujourd'hui, c'est très bien, on va créer des modèles de diffusion d'une pandémie, mais il y en aura d'autres pandémies qui vont arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Qu'est-ce qui va se passer de tout ce qu'on aurait appris là, avec les données qu'on aura exploitées? On aura dû faire table rase de tout effacer, et on aura perdu l'historique. Donc, il faut pouvoir aussi conserver ces données massivement. Et c'est aussi un moyen pour les opérateurs de se dire, on va développer un autre business, un business sur les données, et on va commencer à concurrencer les GAFA. Parce qu'aujourd'hui, on se fait bouffer la laine sur le dos par les GAFA. Nous, on veut aussi pouvoir les concurrencer. Mais pour ça, il faut qu'on puisse détenir les données dans un cadre beaucoup plus long, notamment en Europe. Et donc, il y a des choses beaucoup plus vénales qui se jouent au travers de la gestion des données massives, notamment pour les opérateurs télécoms, qui peut être un nouveau vecteur de revenus financiers. Et de réglementaire, c'est-à-dire de faire sauter cette barrière de « je garde les données que pendant 1 an ». Donc tout ça, quand même, ça éveille un peu, en gros, ça éveille des petites loupiottes. On se dit qu'il y a d'autres enjeux derrière simplement la lutte contre le coronavirus. Il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux réglementaires. Et une fois qu'on aura fait sauter ces enjeux-là, ça sera difficile de revenir en arrière. Mais d'un autre côté, on est face, encore une fois, à une situation d'urgence. Donc à vous écouter, cette application ne sortira jamais. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Moi, je vous assure, allez voir ce que fait Yoshua Bengio, qui est un des pères de l'apprentissage profond, qui est canadien, enfin franco-canadien, on va dire, puisqu'on est un peu... On va dire qu'il est un peu français. Et c'est un des pères donc, de l'apprentissage profond avec Yann Lequin, notamment, et
enfin ça Guillaume le connaît très bien aussi, il développe avec le MIT un système beaucoup plus sioux, beaucoup plus respectueux de la vie privée, basé sur de l'intelligence artificielle et des notions de probabilité, c'est-à-dire de savoir en fonction d'où tu habites, la probabilité que tu croises quelqu'un qui soit dans ta zone et potentiellement qui soit atteint par le coronavirus. Et en fonction de ton attitude aussi chez toi, est-ce que tu te laves les mains souvent, est-ce que tu respectes le confinement, que tu sors pas si souvent que ça, l'algorithme apprend et va déterminer et va faire évoluer ces zones dans lesquelles tu peux te promener plus ou moins facilement sans avoir de problème. Alors c'est basé aussi sur une application sur le smartphone, mais ça a l'air d'être beaucoup plus respectueux de la vie privée. Elle doit sortir au Canada la semaine prochaine. Elle est poussée par le gouvernement et par Trudeau notamment. Donc moi je vous engage à regarder cette piste-là parce que c'est pas la piste coréenne, c'est pas la piste chinoise, c'est même pas la piste française. C'est une autre voie qui semble franchement intéressante. Une autre voie. Oui, si je peux me permettre, en France, Elisa, pour conclure. Pour rebondir sur ce que dit Emmanuel, il y a aussi un groupe de médecins qui veut faire Covid-IA et qui, à partir d'un échantillon qui serait compris entre 100 000 et 1 million de personnes, ça dépend à quel moment on se prend dans le truc de l'épidémie, ils estiment qu'ils seraient capables aussi de faire des modèles qui serait applicable à toute la population et dirait où est l'épidémie, quelles sont les zones à risque, à quel moment on peut sortir de chez soi ou pas, quelles sont les personnes les plus exposées. Pareil, de faire de l'extrapolation et de la modélisation à partir d'un échantillon très réduit. Et il y a des gens en France qui bossent là-dessus. Et pour le moment, ça n'a pas l'air d'intéresser le gouvernement. Et ce que disait Guillaume aussi tout à l'heure était intéressant. Il y a effectivement des industriels qui se sont réunis ensemble, donc Orange, Dassault Systèmes, Accenture, Sopra Steria, je les cite de mémoire. J'en oublie, Capgemini, qui ont dit nous on a une appli clé en main prête pour le 20 avril et a priori pour le moment le gouvernement n'en veut pas parce que c'est l'INRIA qui a la main sur le développement. Ouais, alors ça commence à devenir ingérable cette histoire. Bref, je crois qu'on a pris notre temps parce que c'était important de faire le tour de la question. On n'a pas fait le tour de la question, mais on a essayé en tout cas de résumer, d'aller à l'essentiel. Elsa, tu parlais à l'instant et tu vas continuer parce que là c'est l'heure de ta rubrique, ça s'appelle la rubrique Télécom, la veille télécom. Elsa, pendant le confinement, ça continue à bosser, le business continue, d'après ce que j'ai compris du côté des opérateurs. Oui, alors c'est Delphine Ernotte qui me disait ça quand elle était chez Orange. Ce qui est bien dans les télécoms, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et une fois de plus, l'actu lui donne raison, parce que pendant que tout le monde se confine, essaye de maintenir les connexions, discrètement, Orange et Free arrivent, glissent un petit papier à l'ARCEP, donc à l'autorité des télécoms, et disent on prolongerait bien de 2 ans notre contrat d'itinérance. C'est-à-dire le contrat qui permet à Free de basculer une partie des appels quand son réseau ne tient pas la charge sur le réseau d'Orange. Donc je vous passerai tous les détails par pure montée d'âme, tous les arguments avancés par Free et qui sont dénoncés par ses concurrents, c'est-à-dire SFR et Bouygues Télécom, qui sont absolument furieux. Et alors, ce qui est génial, c'est que moi, ça m'a fait une petite bouffée d'oxygène dans le coronavirus, c'est qu'on est revenu au guéguerre entre opérateurs télécoms comme avant la pandémie, c'était super sympa. A priori, l'ARCEP serait prêt donc, à prolonger le contrat d'itinérance. Qu'est-ce que ça apporte à Orange ? Ça lui apporte des sous, parce que quand les clients de Free vont sur ce réseau, ça lui rapporte de l'argent. Et puis, ça lui permet aussi accessoirement d'embêter Bouygues et SFR, tout ça fait pas de mal. Et Free, son argument, c'est de dire oui, mais moi j'ai encore besoin de 2G, 3G. Finalement, la 4G et la 5G, ça va pas tout faire. J'ai une espèce de longue traîne de clients qui restent en 2G, 3G. Bon, bref, pendant le coronavirus, business as usual, ça continue, la guéguerre dans les télécoms. Allez, on continue avec les indiscrétions, mais cette fois-ci, les indiscrétions tech. Les indiscrétions tech, les actus, les rumeurs qui bruissent du côté de vos infos, mesdames, messieurs. On commence avec Emmanuel. Oui, alors il y a eu un webinaire qui s'est tenu le 7 avril au niveau de la Commission européenne sur l'Europe et le Green Deal à l'heure de la crise du coronavirus. Et pendant la session qui a eu lieu donc ce 7 avril, la session a été hackée et des films porno ont été diffusés pendant cette session, donc qui a dû être interrompue. Donc ça circule pas mal en ce moment au sein de la Commission, puisque les gens se demandent Zoom, en fait, qui avait la plateforme qui avait été bombing, comme on dit, donc a été piratée, donc qui souligne de manière un peu plus forte les problèmes de sécurité autour de cette plateforme. Cédric, ton côté, tu as une petite indiscrétion à croquer, à déguster ce soir ?
C'est intéressant de voir comment les entreprises réagissent face à la complication aujourd'hui qu'il y a à faire des événements présentiels, j'ai envie de dire. Enfin, l'impossibilité aujourd'hui, mais la possibilité demain, mais quand ? Parce que coup sur coup, moi, j'ai reçu deux choses. Un communiqué de presse de la Foire de Paris qui se félicitait de ce qu'on allait pouvoir y voir. J'ai dit, ouais, c'est quand déjà ? Ah, ça a été repoussé, mais c'est quand ? Le 4 juillet. Ah oui, c'est bien d'avoir la foi. Moi, je dis, faut vraiment douter de rien. Est-ce que tu t'imagines le 4 juillet avoir un événement avec des centaines de milliers de personnes qui viennent du monde entier dans des grands halls à Paris ? Moi, j'y crois pas. Non, mais je crois qu'il va c'est pas grave, falloir repousser. c'est pas moi qui décide. Surtout, c'est coup sur coup, parce que vraiment, c'était mon mail suivant. En dessous, une info. Microsoft a décidé qu'il ne ferait aucun événement présentiel entre maintenant et en gros l'été 2021. C'est-à-dire que ça couvre leur prochaine conf développeur de dans un an, ça couvre l'E3 de l'année prochaine, ça couvre tout. Au moins, ils se poseront plus la question en disant est-ce que trop tôt, pas trop tôt ? Non, c'est fini, voilà. Été 2021. Des deux, je pense que c'est pas la Foire de Paris qui est plus dans le vrai. Elsa, de ton côté, une petite indiscrétion si tu as ça sous le coude. Alors moi, c'est entre l'indiscrétion et le coup de cœur, c'est le projet Open Solidarité qui a été lancé par OVH et qui en fait offre de la place sur ses serveurs essentiellement aux startups mais aussi aux entreprises qui elles-mêmes offrent un service ou rendent accessible un service et sans engagement, c'est-à-dire pas vous l'essayez pendant 3 mois, après c'est payant, que ça soit du télétravail, du soutien, des plateformes de cybersécurité. Il y a plein de gens qui sont venus de se loger là-dessus. Il y a Tetris, il y a Thales, il y a Waller, il y a Visio4You. Enfin, je ne vais pas tous les nommer. Mais voilà, pour le moment, il y en a 36 qui ont répondu à l'appel d'OVH. Et donc, il y a une jolie mobilisation de la tech française et je voulais les saluer. Petit coup de chapeau. Merci Elsa. Marjorie, de ton côté, pour conclure. Moi, j'ai envie d'emboîter le pas à Elsa et je pense que ce confinement, ça me donne envie de dire merci à plein de gens et notamment aux entrepreneurs, aux innovatrices du numérique français qui se sont mobilisés, beaucoup d'initiatives dans tous les sens. Mais l'initiative que je voulais surtout mettre en avant pour cette édition, c'est celle de Global Hack qui est en train de se dérouler, qui se termine samedi, là tout de suite, dans 53 pays. Global Hack, en fait, c'est un hackathon international, voire même planétaire, sur le modèle des hacks nationaux qui se sont déroulés depuis le début du mois de mars, avec l'Estonie, évidemment, qui, comme souvent en la matière, est précurseur. L'idée, c'est d'ouvrir la porte aux développeurs de tous ces pays-là et de leur dire allez-y, vous avez 4 jours pour développer une plateforme, une application, un chatbot qui, pour une fois, va vraiment servir à quelque chose. En tout cas, des outils numériques qui vont nous permettre soit de pouvoir garder le lien pendant le confinement dans chaque pays, soit pouvoir échanger des données entre pays, soit pouvoir justement monter des applications qui vont à un moment donné servir à une nation, mais servir aussi à une autre. Et voilà, Global Hack, c'est plus de 5000 projets qui sont en train de se réaliser de façon très concrète en Estonie, en Lettonie, en Inde, en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Donc, merci aux développeurs. Et Merci Marjorie. Et merci Marjorie. Un tout petit mot, oui. Olivier. Un tout petit coup de cœur. Qui se passe en partie au Togo, au Burkina Faso et au Rwanda, où on a un innovateur qu'on connaît bien avec Marjorie qui s'appelle Aphrodis Mutangana et qui a lancé Covid-19 Self-Track. En fait, c'est une application qui aide à diagnostiquer si on a des risques et si on a besoin de se faire tester. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est disponible en plusieurs langues et surtout en Kinyarwanda, par exemple, et en anglais et en français. Et elle est disponible en USSD, donc dans toutes les parties du pays. Donc, ça peut être intéressant à encourager. Bien, Guillaume, tu vas garder la parole puisque là on arrive à ta chronique qui est la minute IA. C'est ta grande passion, l'intelligence artificielle. Après le jingle, tu as 1 minute pour nous présenter un projet IA. Guillaume, alors de quoi tu vas nous parler cette semaine et tu as 1 minute chrono, top chrono. Alors je vais essayer de vous faire entrer dans une nouvelle dimension en nous intéressant à Scape Technologies. C'est une boîte qui a été rachetée au mois de février par Facebook, qui a pris 75% de l'entreprise. En fait, ils veulent, à travers un nouvel algorithme, permettre de cartographier en 3D tout ce qui se passe à l'intérieur d'une pièce, à l'intérieur d'une maison. Donc, ça peut aussi poser des questions en termes de vie privée, en s'appuyant notamment sur nos webcams. Il peut y avoir bien sûr des applications en réalité augmentée, réalité virtuelle, mais également en logistique, parce que ça va pouvoir aider à des robots de se repérer par rapport à d'autres robots lorsqu'ils devront faire des livraisons
dans des entrepôts, par exemple. Merci Guillaume, moins de 40 secondes ou quasiment 40 secondes, bravo, tu t'en sors très bien tous les mois ou presque. C'est la fin de cet épisode d'On refait la tech, merci de l'avoir suivi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci les amis de nous avoir accordé du temps. Malgré les conditions qui sont difficiles pour chacun. Quant à vous, on vous donne rendez-vous donc le mois prochain. Soyez au rendez-vous et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner tout simplement à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité. Restez chez vous. Au revoir. Manu, on reste ensemble dans la même pièce. Restez là. On peut dire qu'on est dans la même pièce, ouais. Pourquoi les bons informaticiens n'ont pas peur des incendies? C'est l'affaire, c'est là. Vas-y. C'est bien raconté. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon pare-feu. Parce qu'ils ont un quoi? Un bon pare-feu. Allez. Ah, super. Aïe, aïe. Bravo.